à toutes et à tous. Merci Bénédicte pour cette présentation. Je déplace ma réflexion sur le terrain de l'analyse, un peu plus pratique sur l'analyse de discours, tout en incorporant tout ce qui vient d'être dit. Ça s'entendra en filigrane, en tout cas, de ma présentation. Et si vous le permettez, je vais faire juste un petit rappel rapide de la manière dont j'ai engagé ma réflexion un peu sur la question de la radicalisation lors de mes précédentes interventions, en 2019 d'abord à Montréal et puis en 2020, étape intermédiaire entre les deux rencontres qui étaient prévues avec nos collègues de Montréal. En 2019, j'ai centré mon intervention sur les conditions liées à l'irruption de la notion elle-même de la radicalisation dans le discours politique en France, en particulier, en tant que changement de comportement qui peut conduire à l'extrémisme, à la violence et au terrorisme. Et l'idée pour moi était d'interroger un peu la légitimité de cette notion-là et la surdétermination du poids religieux qu'elle véhicule. Mon constat était alors que le qualificatif ou la qualification des phénomènes comportementaux jugés extrémistes par le terme de la radicalisation demeure insuffisante ou controversée. En 2020, j'ai placé la réflexion sur la radicalisation dans le contexte discursif, c'est-à-dire l'analyse du discours qui exprime une idéologie jugée radicale. J'ai essayé de voir aussi le contrepoids, le contre-discours, et puis ici, une instance assez importante, c'est celle de la réception aussi du discours. Et l'idée était de pointer dans ce champ-là les inflexions sémantiques du mot radicalisation, notamment lorsqu'elle s'applique sur ce qu'on appelle les productions discursives, qui trahissent des enjeux, et qui sont des enjeux à la fois religieux et civilisationnels. J'ai cherché à montrer l'articulation entre discours de la radicalisation et enjeux civilisationnels que je définis en tant que déterminants, pluriels, déterminants culturels et identitaires, qui, par leur construction, instaurent dans le discours le sens d'une version ou d'une vision totalisante du monde. C'est la construction d'un récit, un récit ordonné, une trame dont la réflexion intégrale, dite islamique, du monde, est reçue par ce que je qualifie de l'instance réceptive, ce que je qualifie de le partenaire langagier. Voilà. Ce sont les récepteurs idéaux, voilà, de ce genre de discours. Et en bref, par rapport à cet enjeu-là, c'est un enjeu dont l'opération est avant tout hysteriographique, dans le sens d'une revisite, on revisite l'histoire et toutes les étapes de l'histoire. Donc j'ai amené deux illustrations que je montrerai dans quelques minutes. Une fois cet horizon du croire est esquissé dans le discours, l'instance réceptive se lie à l'univers du discours et sa vérité, voire même sa métavérité. Tout ce qui va au-delà justement d'une vérité vérifiable. À partir de cette trame, le discours offre aux jeunes volontaires une construction narrative où ils peuvent à nouveau exister, ils peuvent à nouveau se réaliser et une mise en évidence d'un faire croire qui est après tout le résultat d'un entrelac émise par le destinateur envers son destinataire. Finalement, le faire croire, c'est une opération d'abord discursive avant même de convoquer les textes fondateurs. Et vu sous cet angle, ce type de discours et d'enjeu connaît un nouvel essor et il existe beaucoup qui sont publiés sur des sites ou dans des maisons d'édition. Ce sont des maisons d'édition ou des sites qui sont clairement porte-parole des causes islamistes. Et il serait par ailleurs intéressant d'en retracer, il me semble de mon point de vue,
les filiations de ces discours, d'interroger leurs sources, leurs références et d'éclairer les points de repère pour s'orienter dans un paysage qui me semble à la fois dense et foisonnant. Et dans la densité de cet univers, il y a des champs structurés autour de grandes thématiques comme la laïcité, la modernité, al-ghazw thaqafi, l'impérialisme culturel qui revient très fréquemment, ainsi que certaines thématiques liées au postcolonialisme qui soulèvent le conflit plutôt des identités. Et sur le plan des sources, cette pensée ne s'interdit pas, ce qui est intéressant, ne s'interdit pas des références d'origine occidentale. On y trouve dans la biographie par exemple Alain Badiou, Baudrillard, Arendt, Foucault et d'autres. Et c'est une pensée presque hybride, comme pour chercher à l'extérieur de sa tradition des ressources visant à la faire évoluer. Et comme illustration, j'avais identifié, lors de mon intervention en 2020, j'avais identifié deux discours, deux textes qui méritent d'être abordés en tant qu'écrits porteurs d'une radicalité au niveau de la pensée. Alors un écrit que je n'ai pas ici, mais qu'on peut toujours consulter, il est sur Internet, c'est un écrit de Abou Mus'ab al-Souri. Donc c'est un livre, c'est un écrit en 1600 pages à peu près, qui s'intitule en arabe Da'wat al-Muqawama al-Islamiyya al-Alamiyya, l'appel à la lutte ou à la résistance islamique mondiale. Et puis un autre texte que j'ai ici, c'est un discours donc, de l'idéologie islamique français, éloge d'une insoumission à la modernité par un prête-nom, donc Aïssam Ait Yahya, aux éditions Nawa, laquelle édition fait objet d'une dissolution, donc elle est dissoute depuis le 29 septembre par le ministère de l'Intérieur pour la raison c'est la publication d'un certain nombre d'écrits jugés comme violents et radicaux. Mais on a en tout cas on a le catalogue de l'édition encore sur le site, on peut le voir. Voilà, donc j'ai travaillé un peu sur, si vous voulez, sur ces deux textes-là. Il y avait aussi, bon, celui-là je n'en parlerai pas beaucoup, Histoire politique de l'islam, toujours par un prête-nom, Sulayman el-Ka'bi. Voilà, tome 1, il y en a même 2 tomes. Vous voyez bien en tout cas la densité de ces écrits, au moins en termes de pages et de volumes. Et les deux écrits, donc celui de Abou Mus'ab al-Souri et celui de l'idéologie islamique française, les deux écrits mettent en place une scénographie narrative d'un conflit de valeurs profond vis-à-vis de l'autre, une divergence de point de vue réfléchi, une forme de détermination et d'engagement total et radical, une construction d'une autre vérité, une lecture, une relecture revendiquée comme étant islamique de l'histoire, depuis la naissance de l'islam jusqu'à aujourd'hui, voire même depuis les temps mythiques, des événements politiques aussi revisités, et puis surtout des épisodes civilisationnels. Deux déterminants communs aux deux textes qui méritent d'être signalés. D'abord, il y a le rapport à la temporalité. Et cette temporalité-là, c'est la temporalité du passé, c'est-à-dire le temps des principes radicalement originels que la marche de certaines civilisations aurait soit détourné, soit affaibli, voire perverti, et qu'il s'agit là de les restaurer dans leur authenticité. Puis un autre déterminant commun, c'est le contrat de véridication et de la foi qui interpelle en premier lieu ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé le partenaire langagier ou le destinataire idéal. Il y a tout de même quelques points de différence que j'ai pu noter dans les deux écrits. Celui d'un côté d'une pensée extrême, construite sur un mode doctrinal qui se veut cohérente, pure, monolithique, manichéenne. On retrouve ça chez Abou Mus'ab al-Souri
concernant la lutte islamique mondiale, et puis un raisonnement qui me paraît hybride, qui épouse les modes de pensée occidentaux et qui, par certains aspects, cherche à satisfaire aux critères même de la rationalité, témoignant par là un niveau d'instruction suffisamment élevé, notamment chez de l'idéologie islamique française. À partir de ces constats, je poursuis la réflexion sur cette question de la radicalisation autour de 3 petites parties. La troisième partie, c'est en fait une forme de conclusion. La première, c'est la lutte contre la radicalisation comme enjeu civilisationnel. Et je tiens à insister sur ce point qui prendra un peu plus de temps. La radicalité par le mécanisme de la polarisation. Et puis, je termine par le discours djihadiste entre l'ordre moral et offre politique. Donc la radicalisation comme enjeu civilisationnel. Et pour commencer, le discours de la radicalité comme enjeu civilisationnel se veut d'abord un discours de la justification, de la légitimation et de la confrontation. Et ces mécanismes ne se confondent pas avec ceux d'un discours de la haine. Le discours de la radicalité est une prise de position assumée, revendiquée, puisqu'il s'inscrit plutôt dans une opposition à un autre discours. Et l'enjeu civilisationnel convoque le rapport à l'altérité, dans le sens où le discours est travaillé par l'antagonisme, le dissensus vis-à-vis des valeurs de l'autre. Là encore, vous parlez de la dimension de l'altérité. La dimension de l'altérité, en tant qu'une des lectures en creux de la radicalité, elle se trouve dans ses écrits déplacée sur un terrain peu débattu, à savoir celui de la relation intersubjective par laquelle l'autre affecte la compréhension de soi. Et c'est dans ce sens-là que de l'idéologie islamique française consacre un certain nombre de chapitres à expliquer justement comment soi-même se trouve modifié, perverti par l'autre. Ce déplacement est au cœur donc de ce livre. Je vais essayer de le présenter un peu plus longuement dans quelques minutes. Dans la manière de poser le débat, les fondements référentiels d'un activisme religieux par le discours, on oppose le je au tu, le nous à eux, et d'emblée le discours se conçoit à la fois comme un phénomène d'émission et de réception. L'idée, par exemple, de la légitimation et de l'enracinement dans le passé originel sont 2 facteurs essentiels à la logique du discours de la radicalité pour départager les chaînes de valeurs. La légitimité se saisit comme une notion qui renvoie à ce qui est juste. Elle acquiert dans les écrits des 2 auteurs des significations différentielles voilà, quelques aspects ici que je vais présenter dans quelques minutes, mais pas l'ensemble. Mais d'une manière générale, l'enjeu de la légitimité constitue une sorte de code de référence symbolique par lequel les récepteurs valident la dimension universelle des valeurs véhiculées. En gros, la typologie de la légitimité instaure une contrainte morale et une norme préétablie dans un contexte religieux islamique. Elle a plusieurs entrées, cette question de la légitimité. Elle permet d'assurer le degré d'adhésion du destinataire. Elle renvoie à l'image du destinataire comme figure d'autorité et de légitimité. Elle implique également le processus par lequel le destinataire suscite de l'émotion chez ses destinataires, tout en interpellant le raisonnement logique et l'appel à l'intellect. C'est une approche assez hybride, en mélangeant justement la manière dont l'autre va réagir par l'émotion, mais il réagira aussi par les arguments ou par le raisonnement. Chez l'un comme chez l'autre,
des deux auteurs, on use de la légitimité fondée sur une sorte de dramatisation du pathos pour susciter surtout la question de l'indignation ou la colère chez les récepteurs. L'expérience d'enracinement, c'est une notion que j'emprunte à Simone Weil, est une posture qui se positionne comme adversaire à l'expérience du déracinement caractérisé, d'après les deux auteurs, des sociétés contemporaines. Et là encore, ce sont des notions qu'on va retrouver un peu déplacées dans leur origine. Ce qui pourrait apparaître comme étant déracinement, c'est surtout toutes ces populations qui a subi ou qui passent par l'expérience de l'exil, par exemple, alors qu'on va les retrouver un peu inversés dans les deux livres. La civilisation déracinée, c'est la civilisation occidentale, alors que la civilisation, ou plutôt les musulmans, se trouvent liés dans une métaphysique fondatrice et un enracinement qui prône la libération. L'auteur de l'idéologie islamique française s'adresse aux musulmans, en particulier les musulmans résidant en France. Donc, il n'est pas étonnant que cette expérience ait le sens aussi d'un enracinement dans un lieu qui doit achever leur unité et leur humanité. Les deux dimensions de la légitimation et de l'enracinement temporel instituent des systèmes fermés. Elles procurent aux deux discours l'allure d'un ethos testimonial, un témoignage qui procède de la requalification des événements de l'histoire, l'adoption d'un style normatif et d'un projet qui est dans l'illusion de tendre vers l'exhaustivité et la totalité. Et un des projets de l'ouvrage est de produire une critique dite islamique de la laïcité, de la démocratie et de la modernité, considérées tous les trois comme des religions séculières. Alors il existe ainsi des musulmans, il exige des musulmans de ne pas y adhérer, autrement ils seraient dans le péché. Dans sa prétention à tout expliquer, notamment le livre de l'idéologie islamique, de l'idéologie islamique française, et dans sa tentation de tout expliquer, l'auteur pratique la rhétorique d'inversion pour analyser la modernité, présentée comme une construction idéo-philosophique concurrente à tous les systèmes de civilisation non occidentaux, parmi lesquels l'islam. Et à la modernité, l'auteur associe à la fois la pensée soufie, le réformisme islamique, le salafisme séculier. Les propos sont souvent appuyés par des universitaires reconnus et l'ensemble dans l'allure d'une réalité encore plus vraie. La sécrétion de nouvelles significations fonde un processus cohérent d'une argumentation qui imite les prérequis d'une démonstration scientifique. Et ce qui est vraiment très étonnant de ce livre-là, c'est cette manière justement d'argumenter. Donc quand on regarde la bibliographie par exemple, elle est presque à 70% fondée sur des intellectuels européens, occidentaux, français, quelques sources, bien entendu quelques sources traditionnelles. On cite le Coran, mais pas d'une manière massive, mais on est dans un raisonnement des sciences humaines. La dimension de l'altérité, par exemple, fait son retour ici et là, mais d'une façon toujours différenciée en raison d'un inversement des logiques qui fait de la modernité et ses représentations le lieu d'un rapport de force doctrinal vis-à-vis de l'autre. Par conséquent, la perspective de l'altérité ne procède pas d'un questionnement sur ce qui construit l'autre, ni d'une démarche d'exclusion. Il s'agit d'une altérité centrée sur les processus d'aliénation. Cette perspective permet de mettre en évidence la forme radicale d'une mise en altérité, c'est-à-dire
celle qui opère un basculement fondamental puisqu'il s'agit de faire de moi un autre. Et ce caractère radical de l'altérité implique que l'autre ne se réduit pas à l'altérité d'un autrui, mais qu'il existe un travail de l'altérité encore plus radical au sein de l'expérience de soi. Deuxième point sera plus court que le premier, la radicalité par le mécanisme de la polarisation. Et là, le dispositif officiel de la lutte contre la radicalisation vise en priorité à détecter les signaux d'un comportement qui laisse penser à une radicalisation dangereuse. Or, la lutte contre la polarisation est tout aussi importante à prendre en compte puisqu'elle se nourrit d'une perception d'injustice sociale ou de forme d'iniquité. Dans les deux textes que j'ai choisis pour l'analyse, il y a la modification du schéma des antagonismes, dans le but d'orienter le récepteur vers une indignation nouvelle ou vers l'adoption d'une posture radicalement nouvelle. C'est un procédé fondé sur une rhétorique qui refuse de se couler dans ce qu'on appelle l'autorité du consensus majoritaire. Et dans cet ordre d'idées, un exemple parmi ce qui est présenté, il y a la critique, par exemple, très massive des ulama qu'on retrouve, en tout cas dans les pays arabes, considérés par les deux comme les agents de la sécularisation du religieux. En dénonçant la complicité et l'obéissance des théologiens et leur proximité des autres politiques, les deux auteurs s'érigent en tant que critiques d'un certain fondamentalisme salafiste qui protège les déviances politiques. Le postulat d'un rapport antagoniste, par exemple, entre modernité et traditionnalisme, se trouve lui aussi déplacé et déconstruit. Et pour l'auteur, notamment de l'idéologie, cette dernière, c'est-à-dire le traditionnalisme, ne renvoie pas obligatoirement à l'opposé de la modernité. La tradition ne saurait être une extériorité salvatrice, mais une construction dont il faut s'en méfier. Imposer aux musulmans contemporains cette double injonction, modernité et tradition, empêche la construction de la réalité civilisationnelle de l'islam. Mon troisième point, qui est une forme de conclusion rapide, le discours djihadiste entre l'ordre moral et offre politique. Le projet d'un écrit comme celui, par exemple, d'Abou Mus'ab al-Souri se situe sur le plan moral en tant que discours de la vérité projeté comme une orientation vers laquelle tout musulman devrait se diriger. Alors tout au long de ces 1600 pages, il ne s'agit pas d'un projet politique, autant qu'une description vive du fossé abyssal qui sépare l'islam des autres croyances. C'est un discours dont l'offre réside dans la puissance performative qui vise à traduire la parole en acte. Valider l'acte d'infliger par exemple la souffrance, il y a tout un chapitre qui fait une centaine de pages, infliger la souffrance à l'autre, creuse profondément le fossé moral entre l'agresseur et ses victimes. Et une des déclinaisons de la légitimité dans cet écrit, c'est la régulation, c'est-à-dire tous les éléments qui renvoient au destinataire à degré d'adhésion, à son acceptation et à sa complicité. Et cette typologie-là, qui est mise en œuvre, je pointe par exemple deux grandes visées qui structurent ce discours, à savoir la recherche des adhérents et des agissants. L'analyse du discours établit une différence entre les deux partenaires langagiers, et entre ces deux, on serait sensible justement à l'argumentation du discours propagandiste. Il y en a qui finissent par s'en convaincre, et d'autres qui vont finir par traduire le dire en faire. La finalité de ce discours peut être résumée en 4 points. Je termine par là. Diffuser l'idéologie de l'appel à la résistance, sa plateforme, son programme de travail et ses théories dans des zones très spécifiées, et notamment la Nord-Afrique. Là, on passe beaucoup de temps, en tout cas sur les systèmes politiques corrompus, autoritaires et en passe. Orienter les jeunes vers les cibles ennemies de manière très explicite, et puis ordonner aux jeunes de préparer chacun par eux-mêmes les étapes dont ils ont besoin pour faire le travail de résistance, sans qu'il y ait forcément un lien vertical.
la conviction totale qu'il n'y a pas un lien organisationnel, ce que je viens de dire, et une stratégie discursive que je développerai plutôt dans l'écrit qu'à l'oral. Je sais que je dépasse un petit peu mon temps imparti, sur ce qu'on appelle un point très intéressant chez Abu Mus'ab, la tension entre croyance et culpabilité. Et cette manière-là d'enfermer le destinataire idéal dans une évidence insoluble concernant justement la culpabilité et la mise en discours de la croyance. Et j'ai le temps, je leur ai expliqué en tout cas comment est-ce que cette croyance-là, ce n'est pas une croyance dont elle trouve ses sources dans les textes fondamentaux, mais c'est une croyance mise en discours, c'est un énoncé sur la croyance, argumenté. Finalement, c'est une croyance fondée sur un entrelac du discours, plus que des fondements doctrinaux. Voilà. Je termine par là. Désolé si j'ai trop dépassé mon propos. Merci beaucoup.